Hello Mathilde, tu es cofondatrice du Festival des Pluies de Juillet, qui est un festival qui a fêté ses 6 ans cet été et qui a lieu en Normandie. C'est un festival qui fait face aux enjeux écologiques en s'alliant avec le monde culturel. Donc on y retrouve des concerts, mais aussi des conférences, des ateliers et 4000 festivaliers sur 3 jours. Je suis trop contente de te recevoir sur VOD aujourd'hui. On va pouvoir parler de ce fonctionnement qui est un peu différent des autres festivals, des problématiques auxquelles vous avez dû faire face et puis de tout ce qui concerne aussi la lutte climatique. Avant de commencer, je vous invite à liker, commenter, partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne YouTube pour booster un peu mon ego, mais aussi pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Il y a aussi le compte Instagram, TikTok et Facebook sur lequel il y a des petites vidéos inédites, donc n'hésitez pas à vous abonner. Alors Mathilde, du coup, est-ce que tu peux nous raconter comment est né ce festival des Pluies de Juillet, pourquoi est-ce qu'il s'appelle comme ça et quelle est un peu son histoire? Oui, avec plaisir. Le festival, il est né, comme tu l'as dit, il y a 6 ans maintenant. Le projet, il a mûri avec le temps. Au début, c'était juste l'envie de faire quelque chose ensemble. Par ensemble, j'entends avec mes amis et avec ma famille, parce qu'en fait, initialement, le projet, il est né d'une discussion avec mon père au petit déjeuner. Lui, il a bossé pendant longtemps dans la musique, enfin il bosse toujours dans la musique, donc il avait envie de créer un événement autour de la musique, donc avec des concerts, etc. Et moi, je commençais à être archi sensible aux enjeux écologiques au sens large, et donc entre deux tartines, on s'est dit que ça pouvait être cool de lier un peu les deux, et rapidement, du coup, on s'est rendu compte qu'à deux, ça allait être compliqué de monter un festival, donc je suis allée chercher des super potes à moi, qui sont eux-mêmes allés chercher d'autres potes. Voilà, c'est né comme ça, donc il y a 6 ans. Voilà, et le projet, il fait que grandir et mûrir. On a rencontré pas mal de galères. Je pense que j'aurai le temps un peu de détailler après, mais c'est pas toujours évident. Mais voilà, on est toujours... c'est un peu cucu de dire ça, mais c'est vraiment un projet de cœur, et du coup, c'est ça qui nous porte voilà, depuis 6 ans. Trop bien. Et le nom des Pluies de Juillet, il a aussi été trouvé entre deux tartines ou un peu plus tard? Un peu plus tard, c'était une galère. On se rend pas compte en plus, mais à chaque fois, il y a une espèce de pression parce que tu te dis, le nom, mais je sais pas combien de temps va durer le projet, mais du coup, on va le dire un certain nombre de fois. Et on s'est arrêté là-dessus parce qu'on nous demande souvent pourquoi. Et en fait, au début, c'est juste qu'on a trouvé ça joli en vrai. Mais après, on a inventé un peu une argumentation. Ça ressemble assez au festival parce que c'est une pluie d'idées, une pluie de conférences, une pluie d'activités, une pluie. Puis la pluie, c'est fécond, c'est de plus en plus rare avec le réchauffement climatique. Donc finalement, ça colle assez bien. Très bien. Et ça a lieu en juillet? Tout à fait. On est coincés du coup. Ouais, vous êtes obligés. Et du coup, quand on a l'idée de « Ok, vas-y, on fait un festival et tout ça », par quoi on commence? Vous avez dû trouver le lieu d'abord ou contacter peut-être les collectivités? Ouais, la première étape, ça a été de rencontrer la mairie. En fait, initialement, on l'a fait dans une petite ville de 3000 habitants qui s'appelle Villejuif-les-Poêles. Doux et poétique, n'est-ce pas ce nom? Donc en Normandie. Ça me permet d'amener cette idée. En fait, c'était important aussi pour nous de le faire en milieu rural. Des événements qui parlent d'écologie au sens large, il y en a plein dans les villes et c'est très chouette. Mais nous, on avait envie d'apporter quelque chose à un endroit où ça n'existait pas. Donc on est très content de le faire là-bas, mais c'était particulièrement compliqué en fait de faire sortir de terre un projet comme ça, d'autant plus que comme on est une équipe qui vient d'un peu partout, on nous a souvent reproché au début d'être hors sol, donc il faut vraiment se faire sa place. Donc la première étape, c'est ça, je dirais, c'est de rencontrer la mairie, des acteurs locaux en fait, et de réussir à s'ancrer vraiment au sein du territoire, que les gens se disent ok, c'est chez eux aussi quoi. Parce que les locaux vous ont vu arriver un peu avec des gros sabots et ils se sont dit oh là là. Ça dépend, il y a aussi plein de gens trop géniaux qui nous ont soutenus dès le début et qui sont toujours là, et puis cette petite famille des Pluies de Juillet, elle fait que grandir. Mais il y a aussi un truc, les gens qui sont pas contents, ils font souvent plus de bruit que les gens qui sont contents. Et donc ouais, c'est pas un détail de dire qu'au début, il a fallu un peu se faire accepter en fait sur le territoire quoi. Mais je crois qu'on a réussi maintenant. Et du coup, vous avez changé de lieu, non? Dans les 6 ans, il y a 2 ans, vous êtes arrivé au Tanu, c'est ça? Ouais, c'est ça. En gros, on a commencé dans une petite ville de 3000 habitants, comme je le disais. Et en fait, c'était un peu le projet était un peu éclaté dans la ville. On faisait des trucs dans les écoles, des trucs dans des églises, des trucs dans des parcs. Enfin, voilà, on prenait les endroits un peu jolis et on faisait des choses. Mais du coup, il y avait une expérience festivalière pas hyper fluide en fait. Ouais, c'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui sur 3 jours. Voilà, maintenant on est en pleine nature, il y a une unité de lieu qui fait que en tout cas nous on le ressent comme ça et on le voit, c'est beaucoup plus simple en fait. Tu viens, c'est une espèce de petit cocon, t'en pars pas pendant 3 jours, tu circules, tu te poses pas la question de comment je vais aller de tel endroit à tel endroit, tout est simple, tout est fluide. Et c'est un événement qui est aussi assez familial, donc tu vois, les enfants peuvent courir, c'est tranquille. Enfin, ouais. En fait, le festival. Quand on en parle comme ça, on essaie de parler de grands concepts, de grandes idées, l'écologie, tout ça, mais en fait, un festival, c'est surtout l'organisation officielle, des trucs archi concrets, de logistique, de barrières Eras, d'électricité, on parle beaucoup de trucs très terre à terre, quoi. On s'en rend moins compte quand on est festivalier, mais ouais. une fois que tu passes derrière...
Et puis, c'est pas quelque chose que vous aviez fait avant, donc vous étiez tous aussi dans la découverte, peut-être au moment où vous êtes lancés là-dedans. On était archi nuls au début. On était quasiment tous encore étudiants, donc on a commencé le truc à côté de nos études. Okay. On a décidé d'en faire notre métier au fur et à mesure. En fait, au début, c'était vraiment juste pour essayer, pour faire, comme je disais, pour faire un truc ensemble, pour se marrer, pour parler de sujets qui nous tiennent à cœur. Et au début, on a fait un sacré paquet de conneries, mais des trucs un peu anodins, mais on avait tellement de trucs à penser, on était 10, je pense, la première année. Ouais. Et la veille du festival, on fait une petite checklist pour savoir à peu près où on en est, et quelqu'un dit, mais quelqu'un a pensé à la déco? Bah non, personne. Du coup, on a fait des espèces de guirlandes de slip trop moches qu'on a mises. Enfin, c'est des détails, mais en fait, il y a un nombre de trucs incalculable. Ouais. Et voilà. Et d'année en année, t'as vu la progression se faire. J'imagine l'équipe s'est agrandie aussi. Ouais, maintenant, on est une quarantaine de personnes à bosser tous bénévolement. Je le précise parce que le truc le plus dur, c'est le modèle économique, en fait. Ouais. Et ce projet, il marche parce que les gens donnent de leur temps. Et je nous compte dedans, nous, l'équipe Orgaker, on n'a jamais gagné €1 avec ce festival et c'est pas du tout l'objectif. Il se rentabilise tout seul quand même? Vous perdez pas d'argent ou si vous perdez d'argent? C'est tous les ans un peu mieux et puis on essaie de... Mais c'est une question qui est centrale parce que d'un côté, au début, on est parti bien en tête, de façon un peu naïve, on s'est dit ok, on a envie de parler de sujets qui nous semblent absolument essentiels, à la fois de justice sociale et d'enjeux climatiques, écologiques, et on s'est dit on peut pas sensibiliser les gens, essayer de mobiliser en faisant payer, ça n'a pas de sens. Ouais. Donc on s'est dit voilà, toutes les confs étaient gratuites, tout était gratuit à part les concerts du soir. Mais ça tient pas la route quoi. Au bout d'un moment on voyait notre compte en banque, on était là bon les gars en vrai il va peut-être falloir quand même faire payer. En plus je voulais te demander justement à qui est-ce que ce festival s'adresse exactement, parce que je pense que vous essayez de toucher le plus grand nombre, mais souvent ce qu'on remarque quand on se rend sur des événements qui sensibilisent aux enjeux écologiques, etc., c'est qu'en fait on se retrouve avec plein de personnes qui sont déjà sensibilisées et un peu entre soi, et donc est-ce que vous arrivez à faire venir du monde qui en soi n'est pas forcément concerné de base par ce sujet? Je crois, et de plus en plus, mais t'as raison, c'est aussi un sujet qui revient souvent, comment on fait pour élargir. Donc dans un premier temps, on se dit que les Pluies de Juillet, c'est un espace de parole et d'échange, en effet pour les gens comme nous qui sommes déjà convaincus, mais ça fait du bien en fait quand même d'avoir un petit espace, je le disais tout à l'heure, un petit cocon, où de temps en temps être avec des gens qui pensent comme toi, c'est cool aussi. Et puis c'est l'idée aussi de débattre, de voir vers quoi on a envie de tendre et tout ça, il suffit pas de dire qu'on a des convictions, c'est ensuite, l'idée c'est de dessiner un peu des feuilles de route et on essaie de faire de ce festival un endroit concret pour notamment être ancré sur le territoire qu'on a investi et tu vois, il y a des luttes locales en Normandie, etc. Comment est-ce qu'on fait pour trouver des solutions très concrètes? Et ensuite, tu as raison, l'idée c'est de toucher un public plus large et la musique nous permet ça notamment. Okay. Je le vois même dans mes amis proches, il y a plein de gens, je pense, qui viennent davantage pour les concerts initialement que pour le reste, sauf que je parlais tout à l'heure de cette unité de lieu qui fait que en même temps, t'es là, t'as posé ta tente. Bon, certes, il y a ton artiste préféré qui passe le soir, mais entre une bière et un concert, est-ce qu'on n'irait pas voir quand même des acteurs locaux qui ont des initiatives hyper chaudes à présenter? Il y a plein d'ateliers assez ludiques. Ouais, il y a tout un village très vivant où il se passe plein de choses, donc forcément, on va pas s'y mettre une tête, quoi. Et je pense qu'on les attrape comme ça. Ils sont piégés une fois qu'ils y sont. Ok, trop bien. Et la Normandie, c'est parce que vous aviez déjà... Enfin, toi, t'es originaire de Normandie ou... Ouais, c'est un truc comme... Voilà, c'est ça l'histoire, c'est que mon père a une maison là-bas, j'ai toute ma famille là-bas. Vous cherchez du rural et vous êtes dit, voilà. La terre de mon enfance. Voilà, tout à fait. Ok, trop bien. J'ai vu aussi sur votre site que vous aviez un manifeste. Tous les festivals n'ont pas de manifeste. Pourquoi c'était important pour vous et est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qu'il y a dedans? Ouais. Je peux essayer. Non, parce que c'est pareil, c'est toujours un peu en mouvement. En fait, on est toujours... je parle de l'équipe du noyau dur de l'asso, on est 5, et on est toujours, tout au long de l'année, en train de se poser la question de notre engagement, où est-ce qu'on veut mettre le curseur. Il y a plein de sujets, en fait, parce qu'on parle de l'écologie au sens large, mais il y a 1 million de sujets imbriqués, etc. Et on n'a pas tous les mêmes avis toujours sur tout. Et donc, ce manifeste, c'était, disons, une manière d'avoir un socle, en fait, pour ensuite pouvoir penser, s'en éloigner peut-être de temps en temps pour y revenir, mais voilà, un truc commun sur lequel on est tous d'accord, qui nous permet ensuite de dire, bon voilà, on programme telle conférence, même si tout le monde n'est pas d'accord, mais voilà, pour ça... Parce qu'elle répond au manifeste. Voilà, elle répond au manifeste. Et donc le manifeste, il dit quelque chose d'assez simple. Alors l'image que je vais citer ne vient pas de moi, je ne sais plus où je l'ai entendue, mais en tout cas, elle nous a aidé à concevoir ce socle. En fait, l'idée, c'est qu'on se dit on voit un peu la société comme un train, on va dire. Ouais. Et donc ce qui se passe, c'est que sur les enjeux climatiques et sociaux, je parle vraiment de justice sociale au même titre que de l'écologie, il y a des gens qui sont hyper sensibles, hyper inquiets, hyper engagés, hyper mobilisés, etc., qui sont, disons, en tête du train. Et ensuite, il y a
la majorité des gens en fait qui est encore loin derrière pour 1000 raisons. Et c'est important, disons qu'on place les Pluies de Juillet entre les deux. L'idée c'est de se dire qu'il faut absolument maintenir un lien en fait, parce que sinon les catastrophes climatiques, écologiques qui vont arriver, comme nous dit le consensus scientifique international qu'est le GIEC, les catastrophes climatiques, le réchauffement, tout ça, ça va arriver et on va tous le subir, encore plus les classes populaires, modestes, etc. Et l'idée, c'est que pour pas qu'il y ait une fracture sociale, on pense que c'est important qu'il y ait des acteurs, alors les Pluies de Juillet, mais évidemment, il y en a plein d'autres, qui maintiennent ce lien, en fait. Et disons que cette idée, elle nous a permis d'ancrer le projet, parce que certains d'entre nous avaient envie d'actions un peu plus vénères, en fait, si je suis tout à fait honnête, d'autres pas. Et cette idée, elle nous a permis de nous retrouver, de nous dire, voilà, c'est ça notre utilité, en fait. On fait partie des acteurs qui maintiennent ce lien, qui essaient d'aller chercher des gens, qui, voilà. C'est marrant parce que quand j'ai lu le manifeste, c'est ce paragraphe qui m'a sauté aux yeux, qui parle de l'unité de la société, du fait que quand il manque ce lien justement, c'est là que les tensions naissent et que la société se fragmente, et que ça passe en fait par l'information. Si tout le monde reçoit la même information et la comprend, et toutes les luttes se rejoignent, et tu parlais de justice sociale au même titre que les enjeux écologiques, en effet il y a ce ciment de la société qui se fait par la culture et par l'information. Du coup, comment sur le Festival des Pluies de Juillet, c'est au sein du village que ça se passe? T'as genre des concerts justement qui permettent de se détendre, de passer quand même un bon moment, même si les conférences sont pas toutes déprimantes non plus, j'imagine. Et après, sur le village, du coup, il y a quoi exactement comme atelier pour... Il y a tout un tas de trucs. En fait, on a essayé un peu de théoriser notre truc. C'est-à-dire qu'on a fait notre petit projet, on a mis les mains dans le truc, on a essayé d'organiser des trucs, et ensuite on s'est dit, ok, il faut maintenant qu'on essaie d'en dégager des idées. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est que les conférences, dans un premier temps, elles permettent d'aborder des sujets soit très généralistes, soit précis, ça dépend des fois, mais en tout cas, il y a un apport de connaissances un peu descendant. C'est des spécialistes, des conférenciers, des conférencières qui viennent expliquer. Certes, il y a un temps d'échange après, mais c'est quand même, voilà... Je précise que vous avez aussi, quand même des grandes figures nationales qui viennent. Non, mais franchement, il y a des jolis noms. Ouais, non, c'est chouette. Et on essaie de faire le lien justement entre ces figures nationales qui permettent d'amener du monde aussi. L'idée de tête d'affiche, c'est archi nécessaire. Ça revient beaucoup quand on fait la prog, il en faut. Ouais. Mais on essaie aussi de faire venir, comme je disais tout à l'heure, beaucoup d'acteurs et d'actrices locales. C'est hyper important pour nous qu'il y ait cet équilibre entre les deux. De coller encore une fois au territoire qu'on investit. Donc voilà, les conférences, elles permettent, disons, un apport de connaissances. Alors on est d'accord, on n'est pas d'accord, parfois il y a des gens qui sont... parfois on est hyper d'accord, parfois je vois qu'il y a des gens qui bouent d'entendre des trucs. Mais en tout cas, voilà, il se passe quelque chose, et ensuite le village, il vient compléter ça, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a entendu des grandes idées, des théories, etc., on va rencontrer les gens qui font vraiment, en fait. Par exemple, on va entendre parler d'agriculture pendant une conférence, et ensuite on va pouvoir rencontrer l'association Terre de Liens, qui œuvre partout en France. Nous, c'est Terre de Liens Normandie, je sais pas si tu connais, mais c'est hyper intéressant. C'est une association qui aide en fait l'installation de jeunes agriculteurs. De jeunes agriculteurs, tout à fait, parce que c'est un sujet, il y a un problème, les terres arables, les terres agricoles, c'est très compliqué. Et donc voilà, et ensuite très concrètement, donc c'est des gens qui œuvrent, qui aident. Il y a des agriculteurs qui sont là pour témoigner de l'aide qu'ils ont reçue, donc ça peut en motiver d'autres. Enfin voilà, ça c'est un micro-exemple, mais sur le village, on traite à la fois d'agriculture, d'énergie, d'habitat, d'exclusion sociale, il y a tout un tas de sujets qui sont traités. Donc vous présentez plein de solutions différentes sur des sujets différents sur le village, et souvent il y a des gens, c'est un peu « faites ce que je dis mais pas ce que je fais ». Là, ça aurait été bête de construire tout un festival pour présenter toutes ces mesures sans les appliquer vous-même. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ce qui est mis en place dans le fonctionnement du festival pour justement correspondre à émettre le moins d'émissions possible, tout ça? Oui, bien sûr. Je vais juste commencer par dire qu'on n'est pas parfait, c'est impossible. Disclaimer. Non, mais je le dis tout de suite parce que souvent, c'est revenu souvent, et l'idée c'est pas de dire ça, l'idée c'est juste, on aime bien parler des Pluies de Juillet comme d'une espèce de petit laboratoire, parce que la taille du festival déjà nous permet de tester plein de trucs. Les grosses machines, les énormes festivals, c'est beaucoup plus compliqué de tester des trucs. Donc notre idée c'est d'essayer, on prend ce qui marche, quand ça marche on essaie de transmettre, de filer les tuyaux à d'autres, et voilà, et parfois ça marche pas, ouais. Initialement, quand on a commencé le festival, on a juste bossé sur l'aspect programmation, donc tout ce dont on vient de parler, les conférences, les ateliers, etc. Et très rapidement, on a développé l'accès donc production de l'événement, et donc là on re-rentre dans les trucs un peu concrets dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que je peux dire? Le premier pôle d'émission d'un festival, une fois qu'il y a plein de festivals, plein d'événements qui ont fait leur bilan carbone, on arrive toujours à la même conclusion, c'est que le principal pôle d'émission carbone, c'est les transports, transports au sens large, festivaliers, artistes, techniques, tout le matos qu'il faut ramener.
Ouais, la on pense. technique aussi. Ouais, bien sûr. Mais c'est surtout les festivaliers et les Ouais. festivalières en fait. Et donc on s'est dit qu'on allait devoir s'attaquer à ce sujet-là en premier lieu. Déjà donc le fait depuis le début d'avoir décidé d'être un festival à taille humaine, donc tu l'as dit tout à l'heure, environ 4000 personnes sur le week-end. Et ça c'est la taille idéale je crois. Ouais. C'est ce qu'on a réussi à faire cette année, c'était super. Donc on va pas en bouger a priori. Ça c'est déjà hyper important parce qu'en fait, plus ton festival est gros, plus t'as besoin de têtes d'affiche pour ramener un max de monde, mais en même temps c'est un espèce de cercle vicieux. Ensuite, plus t'as des têtes d'affiche conséquentes, plus les gens viennent de loin, enfin bon bref. Ouais. Et après, du coup c'est exponentiel quand ton bilan carbone il fait le juste milieu. voilà. Ouais. Donc le fait d'être à taille humaine, déjà tu limites la casse. Ensuite, ce qu'on s'est dit nous, c'est qu'on allait faire des choses assez basiques comme le covoiturage, mettre en place des navettes, faciliter la prise de billets de train plutôt que... Enfin voilà, tout ça c'est assez classique. Et cette année, on a eu envie de pousser le truc un peu plus loin et d'organiser un challenge vélo. Voilà, l'idée c'est de se dire que l'aventure quand tu pars en festival, en fait c'est de changer un peu de récit et de se dire un festival c'est pas juste sauter dans un train ou dans un avion pour certaines personnes, passer 2 jours archi intenses, rentrer chez toi, oublier, etc. L'idée c'est de se dire ça peut être une expérience un peu plus longue, ça peut commencer à l'instant où tu claques la porte de chez toi jusqu'au moment où tu reviens, et voilà, le voyage peut faire partie du truc. Et ça a plutôt bien réussi cette année. On a lancé ça, on a eu une centaine de participants qui sont venus à vélo, donc c'est pour l'instant encore anecdotique en termes de réduction des émissions, Oui. même si Mais c'est chouette. C'est une première fois. C'est une première fois et surtout ça entre dans la catégorie nouveau récit. Les écolos parlent tout le temps de ça. Mais c'est important, l'idée c'est de se dire que depuis tout petit, toutes et tous, on a intériorisé des récits sans même s'en rendre compte. Bah, typiquement, le récit du festival, c'est que tu pars que 2 jours, c'est intense, tu rentres chez toi, enfin voilà. Juste se dire qu'avoir un nouveau récit, c'est genre avoir une nouvelle possibilité de se dire en fait pourquoi est-ce que cette fois-ci j'irai en train ou en voiture. Et que ça soit un récit partagé par un suffisamment grand nombre de personnes pour que ça devienne une norme en fait. Ouais. Voilà, aujourd'hui, aller en festival en vélo, si tu l'as fait en général, tu le racontes à tes potes en mode à des bars, j'ai fait ça, mais c'est pas le classique quoi. Ouais, voilà. ouais. Et voilà. Et donc l'idée, c'est de se dire, il y a les gens qui le font, les gens qui voient que d'autres gens le font et qui auront envie de le faire plus tard. Voilà, ça c'est pour les transports, en gros. Après, on a toute une charte assez longue, donc je vais peut-être dire les points qui sont un peu plus significatifs. On bosse aussi sur ce qui est de l'énergie, parce que la majorité du temps, tous les festivals fonctionnent simplement avec des groupes électrogènes. Ouais. Je vais pas rentrer en détail, c'est un peu technique et pas... Enfin, si en vrai, c'est intéressant. Mais donc l'idée, c'est de réussir à trouver des systèmes pour se raccorder à l'électricité de la ville où tu te trouves. Okay. Nous, on y arrive dans un tout petit bled, donc normalement, la majorité des festivals peut le faire. Enfin, voilà, installer des compteurs, il y a des packs batteries, il y a tout un système de trucs alimentés en partie avec des panneaux solaires, enfin voilà, il y a encore... Alors, on n'est pas parfait, on a encore une partie qui est alimentée avec un groupe électrogène. Je le dis parce qu'il y a plein de gens parfois qui pensent que du coup, on n'a pas trouvé encore de solution miracle. Mais ce qui se passe aussi, en fait, c'est qu'on manque de formation, c'est-à-dire que souvent, les régisseurs, en fait, ils ont appris plein de façons de faire. Non, ils sont en stress. Ah, ouais. En fait, mais je comprends, c'est leur responsabilité si ça saute, si à un moment donné, pendant le concert, il n'y a plus de jus et que voilà, c'est leur faute. Donc eux, ils se baquent à mort et ils surestiment les besoins en énergie, en fait. Donc il y a un premier truc qui serait de calculer les besoins réels. Et ensuite que les régisseurs soient formés davantage à ces questions-là pour que ça soit pas un stress ultime et qu'on surestime pas les besoins comme c'est le cas aujourd'hui. Ensuite, un truc assez basique, bon, les éco-cups, maintenant tout le monde connaît, mais alors déjà les éco-cups c'est un sujet parce qu'en fait, disons qu'on n'est pas parfait du tout, mais j'ai la prétention de penser que on fait preuve d'une forme, c'est un peu pompeux, mais d'une forme d'honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire qu'on se pose vraiment la question de l'impact de ce qu'on fait et pas genre tous les festivals qui ont des éco-cups, mais qu'en fait on refond tous les ans. Oui. Genre, les gars. Oui, parce qu'en fait, on commence à. Enfin, j'ai une collection d'éco-cups, je suis presque connue dans mon cercle d'amis pour tous les éco-cups que j'ai. Ça devient un goodies, un truc souvenir que tu gardes, au final, pas une vaisselle que tu réutilises. Donc du coup, vous les brandez pas comme ça, personne on les fait pas faire nous-mêmes, on les loue à un ESAT, donc en plus il y a un truc d'insertion sociale, etc. Ouais. Ils sont moches, mais du coup personne n'a envie de les emmener chez lui. Enfin tu vois, bon ça peut paraître anecdotique, mais c'est un truc un peu, tu vois, c'est une pensée un peu globale. On a réussi cette année, on a chiné dans plein de ressourceries de la vaisselle. On n'a plus rien de jetable sur le site, rien du tout. Donc on a construit un espèce de truc. Encore une fois, on est un festival à taille humaine, donc j'entends que pour nous, c'est particulièrement facile. Ouais. Pour 4000 festivaliers, c'est pas comme quand t'es un mastodonte et qu'il faut nourrir 20 000 personnes. Mais encore une fois, du coup, est-ce que ça serait pas censé que les événements, désormais... soient plus réduits. Ouais. Voilà. Et du coup, ça fonctionne comment ? Parce que j'ai des potes qui sont allés au Puy de Juillet et du coup qui m'ont parlé de ce système de vaisselle et qui se sont dit mais c'est incroyable, j'ai jamais vu ça ailleurs. Est-ce que vous aviez vu ça quelque part ? Ouais, on l'avait vu de manière... Alors c'est pas moi, c'est Mathieu qui fait partie de l'équipe aussi, qui avait vu ça, si je dis pas de bêtises, à un festival qui s'appelle Vision en Bretagne. Ok. C'est pas exactement comme on l'a fait nous, mais il avait vu en tout cas que c'était de la vaisselle. Mais en fait, de la vaisselle comme t'as chez toi, quoi, c'est tout. Enfin, tu vois. Et après, c'est toi qui fais ta vaisselle ? Ouais, c'est tout. On met de la musique, les gens, quand t'as bouffé, tu lèves ton assiette. Ça prend pas 3 heures non plus de la vaisselle. Non, ce qui est un peu galère, c'est voilà,
il fallait trouver des lots de couverts pour 4000 personnes et tout. Donc en vrai, c'est une petite orga. On a passé des heures à laver des trucs, à récupérer des trucs, à laver des trucs, à les trier. Enfin voilà. Ouais. C'est ce genre. Mais une fois que voilà, maintenant on a notre matos, on commence à le prêter, voire peut-être un jour à le louer à d'autres festivals. La nourriture aussi, sur les gros festivals, il y en a pour tout le monde, etc. Là, qu'est-ce que vous proposez comme food? On essaie d'être à 85% végétarien. Parce que en termes, alors je passe les considérations de souffrance animale. Moi, c'est un truc qui me tient vachement à cœur. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais juste si je reste dans un truc purement, en parlant de carbone, voilà, la viande c'est un truc qui est archi consommateur à la fois d'eau, d'énergie et qui émet énormément de carbone. Donc voilà, c'était assez évident qu'il fallait qu'on réduise la viande sur le festival et ça se passe plutôt très bien. Voilà, ça c'est côté festivalier, on a un peu de viande et surtout des trucs locaux et végés. Et ensuite du côté production, on va dire, la cantine des bénévoles, des artistes, des techniciens, des techniciennes, etc. Là c'est 100% végé, on a 2 chefs super qui font des trucs délicieux, trop beaux, avec que des produits locaux. C'est moins délicieux côté festivalier. Je sais pas, franchement elles sont fortes et tous les ans on a des compliments, je peux le dire parce que là du coup moi je fais rien là-dessus, juste elles sont incroyables, les produits sont bons et on arrive à convaincre plein de gens qu'en fait pas besoin de manger tant de viande que ça. Voilà. À bon entendeur. Et du coup, est-ce que cette année, peut-être que tu n'as pas encore la réponse, vous avez atteint ou pas vos objectifs d'émissions de carbone que vous étiez fixés? Je sais pas si je peux dire qu'on s'est fixé réellement des objectifs chiffrés. On est toujours juste dans un processus d'amélioration où on essaie de les diminuer au maximum. Disons qu'on fait ce qu'on peut tous les ans. Là, il y avait un système, on a fonctionné avec un système électrique un peu différent, avec un certain nombre de panneaux solaires, etc. Ouais. Et ça a bien fonctionné. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a réussi cette année un objectif qui était de bosser avec d'autres festivals, de mutualiser les bonnes pratiques, entre guillemets, de réussir à obtenir des subventions publiques pour ça. Et donc ça, c'est une grosse avancée de cette année, parce qu'à l'échelle de la Manche, de la Normandie, ça bouge bien et trop cool. Et c'est cool. Trop cool. Et j'ai une question aussi un peu plus axée artistes, concerts, etc. Vous aviez cette année par exemple quand même des gros noms, genre This Is ou Voyou, et je me demandais comment est-ce que, en tant que petit festival, avec des guillemets, vous arriviez à faire venir des artistes aussi gros. Est-ce qu'il y a aussi certains artistes qui viennent justement pour soutenir la cause et qui acceptent pour ces raisons-là ou... J'adorerais dire oui, mais je dois la vérité. Non, c'est plus compliqué que ça parce qu'en fait, le monde de la musique, c'est tout un système. Il y a un milieu, tu passes rarement par l'artiste et même si tu le connais, ça se fait pas vraiment. Donc du coup, il y a toujours il y a le label, le tourneur, enfin voilà. Non, en vrai, c'est compliqué pour l'instant. C'est compliqué de les faire venir pour ces raisons-là. Ça a dû nous arriver avec 1 ou 2 artistes, mais pour l'instant, je trouve que... Alors là, c'est mon avis perso, mais je trouve que le monde de la musique n'est pas du tout à la hauteur de l'urgence écologique, en fait. On voit bien tous les systèmes de tournées internationales. Enfin, tu vois, il y a plein de solutions quand même qui sont assez évidentes. Grouper les tournées. Tu vois, quand tu vas, je sais pas, un artiste connu français qui va... en Espagne, il peut se dire « Ok, je reste 1 mois en Espagne et je fais mes dates en Espagne. Je suis pas obligée de revenir 14 fois en France pour retourner. » Enfin, tu vois, il y a tout un système où il faut que ce secteur-là se réorganise, en fait. Et de toute façon, soit il s'organise différemment maintenant pour être prêt au moment où on va manquer d'énergie et on pourra plus prendre l'avion toutes les 2 minutes, soit il va juste se prendre de plein fouet les conséquences parce qu'il sera pas prêt. Voilà, l'idée c'est ce terme un peu trop utilisé maintenant de la résilience machin, mais c'est vrai en fait. Et donc nous, à notre petite échelle de festival normand, je trouve que c'est encore des considérations qui sont trop peu écoutées et mises en avant dans ce secteur-là. Voilà. Pour terminer, est-ce qu'on peut vous souhaiter quelque chose pour la suite? Du coup, pas de grossir, puisqu'on a dit que vous êtes à la bonne taille. On peut vous souhaiter que les tourneurs soient un peu plus à l'écoute des enjeux. Ouais, on peut nous souhaiter... Alors là, les 2 challenges, c'est de réussir le même pari que l'année dernière, c'est-à-dire avoir des artistes suffisamment chouettes pour faire venir du monde à un prix raisonnable, ce qui est un vrai challenge. Et de pérenniser le projet, d'avoir suffisamment de monde, comme c'était le cas cette année, que le bouche-oreille fonctionne. Tous ceux qui sont venus, celles et ceux, n'hésitez pas à en parler à vos potes. Partager cette vidéo, peut-être, ça peut être une bonne chose aussi. Ouais, de réussir à asseoir économiquement le projet pour que le concept puisse perdurer. Trop bien. Avant de nous quitter, est-ce que tu peux nous donner une petite reco ou plusieurs? Ça peut être un documentaire à voir, un podcast à écouter, un livre à lire.
Un podcast, alors en plus c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Maxime Thuillier, et je conseille son podcast, peut-être que tu connais déjà, qui s'appelle le Green Letter Club. C'est donc un podcast écolo et qui est très chouette je trouve parce qu'il va au fond des choses, c'est un format assez long, il a toujours des super invités, il est très bon journaliste et c'est une manière de se familiariser avec plein de sujets archi essentiels, intéressants, inquiétants souvent, c'est pas forcément feel good, mais voilà, très intéressant. Vous êtes prévenus du coup, c'est pas feel good, mais si vous avez du temps, trop bien. Bah merci beaucoup Mathilde. Avec plaisir. Je rappelle que les Pluies de Juillet, c'est pas seulement un festival, toute l'année ils organisent des conférences, d'autres événements festifs, des ateliers, avec toujours cet objectif écologique derrière. Donc toutes les infos sont en barre d'infos, il y a le site internet sur lequel vous trouverez tous les conseils pour faire appel à leurs services. Et puis merci encore Mathilde d'avoir accepté l'invitation. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Viens on discute, mais aussi au compte Instagram, TikTok, sur Facebook, on est partout. Il y a d'autres vidéos qui vont sortir bientôt, donc merci beaucoup. À bientôt.